Bonjour à tous, à nouveau pour une deuxième édition de The Perfcast, le podcast de The Perf Club. Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut, Salut. que j'ai connu aussi grâce à The Perf Club, avec qui on a échangé, puis on est devenus amis après avoir échangé pas mal sur la programmation, puisqu'on fait d'altéro tous les deux. Et en fait, le thème de cette édition, c'est de parler un petit peu de sa philosophie à lui d'entraînement. Donc, on va essayer en apprendre un peu plus sur lui, sur son parcours, sa formation, comment il coach ses athlètes, etc. Donc, salut Thibaut, comment ça va? Salut, très très bien. Alors je me suis fait mon petit café, c'est une habitude à 15 heures, donc voilà, on change pas une équipe qui gagne et je suis très content que tu me donnes la parole et de pouvoir participer au podcast. Carrément, ce sera pas la dernière fois, je pense. Non, Surtout j'espère que pas. tu nous donnes envie d'être du côté de Montpellier avec ce soleil, alors que moi, je suis à Paris, il pleut. Ah ouais, là on est pas loin de Montpellier, là il fait pas mal du tout, il y a un peu de vent, mais franchement c'est un régal. On va pouvoir bientôt s'entraîner dehors, je pense, dès que les Ouais. salles le pourront. Moi, je m'entraîne dehors, qu'il pleuve ou qu'il neige, hein, Ah ça c'est chaud. les vrais courageux. Vas-y, on peut commencer par en savoir un petit peu plus sur toi, si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ta formation, tes amours en tant qu'athlète, que coach, etc. Ouais, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Thibaut Ferreira Cortés, j'ai 26 ans le mois prochain. Je suis originaire de la magnifique ville de Perpignan et du coup, j'ai fait mes études sur Montpellier en commençant par un DUT mesure physique et après j'ai fait une licence TAPS entraînement sportif, donc à l'UFR STAPS de Montpellier. Hem, du coup, ça c'est pour ma formation professionnelle. J'ai fait aussi, un brevet fédéral, niveau 1 en haltérophilie et en force athlétique, le brevet d'initiateur. Et le niveau 2 qui est le niveau moniteur en haltéro. On attend les résultats, mais on attend les résultats, voilà. Voilà en ce qui concerne les formations. Ensuite en pratique sportive, c'est ma 6e saison d'haltérophilie, si on peut appeler ça une saison. Ouais. J'ai commencé sur le tard, à 20 ans. Alors comment j'ai commencé? Comme tout le monde, je me suis renseigné sur la muscu et cetera, mais ma question c'était: «Pourquoi tu as des gars qui sont comme ça, qui sont super forts et tu as des bodies qui sont pas aussi forts?» C'était ma question quand j'avais, 18-20 ans, quoi. Et du coup, en me documentant, je suis tombé sur l'haltérophilie grâce au CrossFit. J'avais commencé moi, c'était en 2014 par là. C'était pas du tout la même philosophie qu'actuellement. C'était pas T'étais un aussi des précurseurs finalement. pardon? T'étais un des premiers au final à accrocher là-dessus, parce qu'à l'époque, moi, je connaissais même pas le CrossFit. Ouais, 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 regarde, j'ai commencé, c'était, la première re box qui était à Perpignan et du coup, moi, j'ai direct a adhéré sur l'haltéro parce qu'en fait, le côté technique, ça m'a direct, plu, quoi. Et du coup, en commençant seul, c'était vraiment pas ouf du tout, quoi. Je pense pas être spécialement avoir des qualités spécialement pour ça et du coup, alors pourquoi j'ai dit parler de ma formation? C'est parce que j'ai choisi Montpellier pour pouvoir après m'entraîner dans un club d'haltéro. Et alors, t'as commencé tout seul dans ton coin en premier, hein. Voilà, j'ai commencé dans mon coin en regardant les vidéos de Greg Everett, Catalyst Ouais. Athletic. Je suivais, ses programmes mais bon, je faisais un peu n'importe quoi parce que, j'étais pas guidé, quoi, tout simplement. Et du coup, voilà, après j'ai été licencié donc au club de Clermont Sport Haltérophilie, qui est un des meilleurs clubs en France. Il y a eu plusieurs sélections olympiques et c'est là au final que j'ai réappris, l'haltéro et c'est là où ma base actuelle, c'est exactement la même base que là où j'ai réappris. Et du coup, c'est quoi ce qui est dans, du coup, ce que ça m'évoque, c'est par rapport à l'apprentissage tout seul, c'est quoi les points essentiels où on t'a remis dans le droit chemin en étant suivi? C'était quoi là où t'étais le plus, où tu faisais le plus où t'étais le plus déviant par rapport à ce qu'il fallait faire? En fait, c'est que mon mouvement, c'était, comment dire? C'était un peu n'importe quoi, c'est-à-dire je voyais un mouvement, à l'époque, je me souviens, il y avait, je regardais les championnats du monde, c'était en 2013. Du coup, je regardais sur YouTube, je voyais à peu près ce à quoi ça ressemblait et j'essayais de faire pareil. Du coup, voilà, je voyais qu'à l'arraché, le mec, il sautait, on Ouais. entendait la barre qui frappait. Des fois, tu sais, tu as certains, ils mettent un gros coup de tête, du coup et vu que j'avais l'impression que ça mettait de la vitesse, en fait, j'essayais d'apprendre comme ça. Et du coup, en apprenant dans un club, la 1re chose qu'on te dit, c'est: «Attends, attends, tes positions. Déjà, tu te places mal». Alors comment on se place?
comment on se place, voilà, le placement du dos, le regard, aussi la façon d'approcher ta barre. Une des premières choses qu'on m'a replacé aussi, c'était sur mon squat. Voilà, quand je faisais du squat clave, j'avais, tu vois, les 2 doigts là comme ça et on m'a appris: «Non, si tu veux avoir du contrôle sur ta barre et si tu veux épauler fort, ben, il faut que tu puisses venir te placer plus Ouais. mince sur la poitrine et cetera». Du coup, en club, la première chose qu'on t'apprend, c'est les positions. Je dis: «Voilà, commence pas à parler de changement de rythme, de vitesse, de machin, apprends à te placer». Ça, c'est la première chose qu'on m'a appris. Et ouais, je me rappelle, moi, quand moi, j'ai commencé tout seul et je le fais toujours tout seul d'ailleurs, puisque depuis que je fais vraiment de l'haltéro sérieusement, bah, on est confiné. Donc, je n'ai pu le faire que tout seul. Et c'est vrai qu'au début, moi, je regardais les vidéos, comme tu dis, et j'essayais de refaire pareil. Et sur certains, moi, je me rappelle, le premier tirage, j'essayais d'être en avant. Après, au passage de genoux, je mettais le poids sur les talons et on voyait carrément mon pied qui faisait comme ça, Ouais, qui tu faisais la mettait sur le bascule. talon. Et après, ouais, c'était horrible. Mais en même temps, je pensais que c'était vrai. Et c'est vrai que, bah, un peu comme toi, moi, j'ai découvert l'haltéro parce que c'était plus accessible que le BMX quand j'ai arrêté. Et j'ai adoré parce que bah, je connaissais pas du tout. Pour moi, c'était un peu comme beaucoup, j'imagine, où on pense que c'est un sport un peu de brut, alors qu'en fait, c'est un sport de technicien incroyable. C'est ça. Comme on dit, les positions avant de t'entraîner pour la force ou quoi, c'est déjà fais le bar à vite le mouvement et après on en reparle quoi. Et comme tu dis, ouais, moi j'ai eu ce problème-là aussi, voilà, d'avoir le pied qui fait la bascule, mais parce qu'à un moment donné, CrossFit recommandait de partir en talons. Alors, c'est pas du tout un clash, hein. Justement, regarde, il y a en septembre ou quoi, je m'étais mis au CrossFit histoire de diversifier, ça m'a apporté beaucoup. Mais je veux te dire qu'au début, du moins comme moi j'ai connu, voilà, CrossFit, recommandait, tu vois, de partir en talons, avoir un gros changement d'appui et j'ai eu exactement ce défaut-là et ça, c'est la première chose qu'on m'a dit. Je me souviens, on m'a dit: «Ouais, tu es en talons» ou alors on m'a dit: «Tu viens t'asseoir». C'est-à-dire que voilà, au départ, ben, on aurait dit quelqu'un, tu vois, qui vient s'asseoir, il a les épaules dans l'axe de la barre et on m'a appris au départ, voilà, ce qu'on appelle tenir un départ, c'est pousser en jambe, rester bien sur l'avant du pied, pas venir sur les pointes de pied non plus parce que tu perds en efficacité, mais être, sur l'avant du pied, plein pied et appliquer un maximum de force au sol. Ça, c'est une des premières choses qu'on m'a appris, c'est: «Attends, ton départ, ça va pas». Au Je me final, souviens, quand, j'ai arraché quand 70 kilos, mais on me disait: «Ouais, c'est bien, mais reviens à 40 et voilà, tant que tu as les fesses qui partent et que tu as ton pied qui est pas stable, c'est pas bon, quoi». ça revient un peu au même que quand on dit, on entend, je connais tes références aussi sur les squats sur les talons. Et qu'on dépasse pas la pointe de pied avec les genoux. Au final, Ah c'est la oui, même approche. Un squat, le genou, il n'y a pas de souci s'il dépasse la pointe de pied. Et comme moi, j'aimais bien Max Aita, là, je viens de parler dans le podcast d'avant, ouais, qui est ouais. un spécialiste du squat, et il dit non, il faut avoir aussi le poids légèrement sur l'avant du pied et pas hésiter à faire en sorte que le genou aille en avant, puisque c'est ce qui fait que on utilise plus les quadris que le dos, quoi, en fait. Donc, Bah, maintenant, tu vois, j'ai l'impression qu'on dit, de plus en plus d'être, plein pied parce qu'on se rend compte que, voilà, tu es fort quand tu as l'intégralité du pied en contact avec le sol. Alors bien sûr, il y a une montée en pointe de pied en haltéro, mais voilà, il y a de plus en plus d'écoles et même au squat, je pense que si tu es plein pied, tu es beaucoup mieux que si tu es en dominante devant ou de toute façon même, Squat U, il parle tout le temps d'être, mid-foot et ouais. même, je pense qu'en haltéro, même si tu es un peu plus en avant, c'est un peu le même principe, quoi. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu une semaine type en tant que coach. Comment OK, ça se passe avec tes athlètes, etc. alors du coup, moi je suis, personal trainer et coach haltéro et du coup, bon, bah, j'allie ces 2 activités qui sont mon gagne-pain. Du coup, alors en général, alors maintenant c'est un peu plus compliqué à la fermeture des salles, mais une semaine type, le lundi, j'ai, 2 coachings qui sont surtout le soir. Donc je coach le lundi soir, je coach, mardi soir. Mercredi, en général, j'ai pas de coaching ou alors je mets quand certains ont pas pu. Le jeudi, j'ai un coaching et 2 coachings le vendredi et un autre le samedi. Donc on va compter, voilà, une dizaine d'heures de coaching personnalisé, enfin de coaching personnalisé, pardon, de coaching en direct, de coaching privé. En plus de ça, je fais aussi la programmation en ligne, en sachant qu'à partir de maintenant, je favorise toujours le coaching
privé parce que j'ai pas envie de devenir un coach virtuel, même s'il y a beaucoup d'avantages à la programmation en ligne. Mais au final, ce que je préfère, c'est être avec la personne parce que peut-être on en parlera après, mais il y a un lien qui se crée et puis c'est là que je peux le plus Ouais. apporter. Tu t'entraînes avec eux, du coup, toi d'ailleurs, tes sessions perso, tu t'entraînes avec eux dans la mesure du possible? Avec mes athlètes, tu veux dire? Ouais, Ben là, on n'a plus trop l'occasion parce que, on peut plus s'entraîner au même endroit. Mais, alors j'aime bien, si on s'entraîne ensemble, ben alors on est entre guillemets «partenaires d'entraînement» ou alors je m'entraîne avant ou après, mais je peux pas j'aime pas faire les 2 en même temps. Parce que soit je suis pas concentré sur moi ou je suis pas ouais, concentré sur eux et quand je m'entraîne, c'est mon moment pour moi dans le sens où, oui, je suis sociable, je rigole et tout, mais je suis quand même, impliqué dans ma séance, c'est-à-dire que je prends pas 5 minutes, de récup pour parler de comment dire? De je sais pas moi, de des annonces du gouvernement ou quoi entre mes séries. ouais, ou du prix de l'immobilier à Montpellier. Voilà, ou le prix de l'immobilier à Montpellier, mais je veux dire, c'est pour ça que du coup, voilà, si je m'entraîne avec, des athlètes, ben, on est plus en mode on s'encourage, tu vois? Qu'en mode, en mode coach, quoi. Du coup, une semaine type, voilà, c'est des en général des coachings le soir. Maintenant, depuis peu, j'ai décidé de m'entraîner le matin, ça me permet d'être plus actif. Comment ça, plus Là, actif? plus, comment dire? Dans T'arrives la à journée, avoir plus d'énergie? ouais, plus productif tout simplement. Plus productif comme ça, voilà. Je sais que si je m'entraîne, ben, je vais faire un bon petit déj, je vais pas passer 3 heures à regarder mon téléphone. Ma séance, bah, c'est toujours un moment de plaisir, là-dessus, j'ai bien évolué dans le sens où moi l'entraînement, c'est aucun stress, même si jamais j'ai des max à faire, je suis pas stressé du tout, c'est que du plaisir. Du coup, ça me met dans un bon mood, ça va me forcer du coup à bien manger après. Tu vois, je vais rentrer vers, 12:00-13:00 et l'après-midi, bah, du coup, je vais regarder mes coachings en ligne. Alors, faut savoir que mes athlètes m'envoient des vidéos, autant qu'ils veulent, de leurs reps, que ce soit des squats, des tirages, des mouvements techniques, ou autres et du coup, bon, bah, je leur fais un retour sur, chaque vidéo qu'ils m'envoient ou peut-être un retour groupé, tu vois? S'ils m'envoient, je commande plusieurs séries. En Mmh. général, je fais ça l'après-midi, je prends le temps de leur répondre et j'aime bien faire que ce soit vraiment personnalisé, tu vois? Ce côté, coaching, ça c'est pour les coachings, en ligne, les suivis perso. J'ai aussi quelques athlètes qui font une, prog générale que je fais depuis, janvier et alors même si on n'est pas sur le même service que sur le suivi perso, voilà, s'ils me taguent en story, je regarde un petit peu ce qu'ils font et j'aime bien quand même discuter, avec eux. Ouais. Pas des milliards de personnes, du coup, c'est totalement gérable et puis au moins ça leur permet je leur donne des adaptations. Donc en gros, voilà, entraînement le matin, l'après-midi un peu plus tranquille, programmation et cetera et quelques coachings le soir. Et alors, bah, du coup, parle-nous un peu bah, typiquement une semaine, alors sans donner bien sûr les tenants et les aboutissants d'une programmation perso, mais Ouais, on va commencer à essayer de rentrer vraiment plus concrètement dans l'haltéro et la programmation. Typiquement, ouais, enfin moi je sais que j'aime bien avoir un rythme dans ma semaine. mmh Typiquement, bah, je pense comme beaucoup, hein, mais essayer d'avoir monter un peu plus en intensité en fin de semaine et faire un peu plus de technique et plus de volume en début de semaine. Enfin Ouais, après le Pax chacun fait Out, comme il veut, mais Friday. ouais voilà ouais. Et, Le Pax Out Friday, on le connaît celui-là. et du coup, si tu peux nous donner un petit peu ton feeling là-dessus sur bah, quelle est même ta philosophie de bah, tu vois, sur une semaine d'entraînement et puis même un bloc, en fait, puisque finalement, une semaine d'entraînement, c'est ni plus ni moins qu'un mini bloc Ouais, ouais, bien sûr. sur un rythme, quoi. Beh, du coup, là, tu vois, je suis sur, The Perf Club. Là, je suis sur, Ouais, le programme de Lorik. D'ailleurs, Lorik, si tu vois la le podcast, on te fait un petit coucou. ouais, En sachant que quand je fais une prog perso, bah, c'est vraiment, enfin, j'essaie d'être le plus adapté, ça va de soi, mais je peux faire différemment de ce que je fais pour d'autres. Dans le sens où, c'est vraiment perso pour la personne, quoi. Donc, dans le cas de Lorik, il faut savoir qu'on est sur, presque 3 mois de suivi. On a commencé donc par un bloc, force. Ça, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Je suis plus le seul enfin, non, je suis pas le seul à le penser, c'est super cool, you never strong enough. On n'est jamais assez ouais. fort. Du coup, ben, presque tous mes athlètes, ont droit à un bloc de force où on passe sur du 5 RM. Alors pourquoi du 5? Parce qu'on a aussi de l'hypertro et aussi je veux qu'on apprenne le maintien des positions donc le gros du programme, c'est 5 RM squat, 5 RM, tirage d'arraché, plutôt soulevé de terre d'arraché et soulevé de terre d'épaulé et un peu de travail technique à côté. Donc ce bloc-là, il a duré
5 ou 6 semaines. Je sais plus parce qu'en fait, c'est pas fixe. Moi, tant qu'un athlète progresse dans un bloc, je le garde dans un bloc. Donc, du coup, vu que Loïc était en progression sur ce premier bloc pendant longtemps, j'ai tout fait pour le garder. Et du coup, il avait PR son squat. Heu, il avait 5 RM son ancien RM. Ouais, en 6 semaines, ouais, c'est fort, quoi. Ouais, c'était 6 ou 7, je sais plus exactement, mais en En gros, gros, quoi. le cycle avait été assez long, mais ça avait vraiment valu le coup. Et du coup, là, il est sur un bloc qui est beaucoup plus spécifique. Donc, en fait, ça faisait. Alors, je reprends le programme là. Tac. Alors typiquement, quand tu dis 6 semaines, c'est 6 semaines, tu fais un bloc, ensuite une décharge, et après tu changes de bloc. Donc c'est-à-dire que là, les 6 semaines, typiquement, il n'y avait pas spécialement de décharge. Alors, en fait, je me dis que si toutes les 3 semaines je dois faire une décharge, c'est que je gère mal l'entraînement. Il faut que de temps en temps il en fasse, mais j'essaie de pas l'amener dans un état de fatigue avancée qui nécessite absolument une décharge. Hem, Donc, attends, tu vas je sais pas plus dans si la progression plus voilà, c'est douce, ça, mais plus longue du coup, et c'est plus ça, assurée, entre guillemets, quoi. c'est exactement ça. En fait, ce que je cherche, c'est renforcer un beau mouvement. Avec Loïc, la première chose qu'on a corrigé, c'était son squat. Et du coup, il a fait pas mal de reps entre guillemets «légères» pour, faire beaucoup de reps bien en renforçant des bonnes positions. Parce que si admettons, je dis un chiffre au pif, hein, tu es bien sur ton 85, ça monte vite. Mais par exemple, il y a des compensations qui apparaissent, même s'il y a de la vitesse, au final, tu renforces ce mouvement-là. Moi, je préfère passer du temps au début sur des charges qui sont plus légères et au final renforcer un bon mouvement, comme ça tu renforces pas tes adaptations, quoi, tu vois? Ouais. Du coup, là, tu vois, je suis sur le plan de Loïc. Alors concrètement, le jour 1, c'était, volume arraché, volume épaulé jeté. Attends, ça c'était le attends, excuse-moi, ça c'était le premier. Je te prends le deuxième, celui qu'on est, actuellement. Ça Donc en c'est tout cas, tu commences la semaine directement avec les mouvements qui sont le focus de toute façon de Loïc, puisqu'il veut s'améliorer à l'arraché, l'épaule jetée. Donc tu commences la voilà, semaine alors direct. je me suis trompé, ça c'était pour le premier bloc. Alors le bloc actuel, on a commencé par de l'arraché force sans contact, de l'arraché, squat clave et hem, tirage d'épaulé, soulevé de terre d'épaulé. Alors, c'était vraiment spécifique à lui parce que, Loïc avait tendance à venir trop tôt en pointe de pied et du coup, alors il venait en grosse extension de hanche, il avait encore les genoux un peu fléchis et ça part très loin derrière et du coup, il pouvait pas bien utiliser les bras. Alors pour casser ce schéma, j'ai commencé par de l'arraché force sans contact. Alors vu qu'on est loin du corps et sans contact, tu es obligé d'utiliser les bras. En pas beaucoup de reps, tu vois? Un petit 5x2 qui sert en fait d'échauffement pour l'arraché où là, on était sur du 5x3. Ouais. Donc on est, tu vois, sur 15 reps en technique, tu rajoutes 10 reps en arraché, ça te fait quand même, en semi-tech pardon, sur du travail d'arraché, tu es quand même à 25 reps, ça permet, voilà, de travailler ton mouvement. Et ensuite on est passé sur un classique, 6x3 en squat et un peu de tirage d'épaulé, le classique. Ouais. Et est-ce Deuxième que, jour oui? pardon, ça t'arrive de monter là, comme tu disais, le 5, les séries de 5 en squat, typiquement, ça permet d'avoir à la fois des adaptations en force et en hypertrophie. Est-ce Oui. que tu vas jusqu'à parfois, enfin, ou dans quel cas, en fait, si tu le fais monter jusqu'à des séries de 8, voire 10, voire, my God, 12, ça, je pense pas, mais Je le ferai dans un cycle d'hypertrophie. Je le mettrai dans un cycle d'hypertrophie, mais une série de 8. Dans un cycle de foncier, je le mettrais, mais après, c'est vrai que là, on n'est pas vraiment sur un foncier à proprement parler. Du coup, c'est pour ça que je reste plus sur des séries de 5 et puis l'haltéro, c'est un sport où il faut charger, quoi. mmh, L'haltéro au bâton, ça va 5 minutes, donc voilà, sur une 5 RM, tu peux charger, tu vois? Mais nerveusement, tu un peu moins sur du nerveux que sur de la 2 RM, quoi. On a quand même mmh. un gros travail musculaire, quoi. Et typiquement aussi sur les mouvements un peu plus techniques, c'est quoi ta jauge maximum de reps? Donc là, tu nous parlais de triple, par exemple. Tu vas Ouais. jusqu'à combien maximum en foncier, typiquement? Alors, je dépasse rarement du triplé, Ouais. surtout en épaulé jeté. 3 épaulés jetés, c'est fatigant, quoi. Je dépasse rarement ça. Ça peut m'arriver 3 épaulés, 1 jeté, 2 épaulés, une flexion, un jeté, un épaulé suspension haute, un épaulé suspension basse. En général, un complexe, ça fait grand maximum 4 mouvements. Sachant que je suis
vraiment pas un grand fan des longs complexes, même pour le foncier au final. Je préfère faire plus de reps en arraché, plus de reps en épaulé que faire, des complexes qui en finissent pas. Mmh. Les complexes, ça peut être très utile, mais c'est juste ma façon de faire, j'en abuse pas, quoi. Ouais. Puis Du coup, si comme je certains disent des fois, pardon, je te coupe, mais vas-y. comme certains disent des fois, il vaut mieux faire plus de séries avec un nombre de reps qui permet de garder, préserver en tout cas la technique, plutôt que Ouais, de se bourriner à faire 3, 4 ou avoir 5. Je sais pas qui fait ça, en tout cas moi je le fais pas. mmh Mais du coup, la quatrième ou même la troisième, elle peut être dégueu la rep et du coup, ça travaille pas ce que tu veux travailler, comme tu disais. Si le schéma moteur est pas bon, bah, du coup, ça renforce le mauvais moment. c'est ça. Même sur du triple, tu vois, je m'excite pas trop sur les charges. Là, on était en début de bloc, en triple, on était à 63 kilos, Lorik il arrache, 83. Du coup, on est sur un peu plus de 80. C'est costaud, mais ça reste quand même, c'est faisable, tu vois? Je mettrai pas un triple à 90, sauf si c'est une recharge de 3 RM, tu vois? Mais Ouais, voilà, le but sur ces triples, c'était que toutes ces reps soient pareilles et souvent je mets souvent aussi un EMOM, le premier jour, un EMOM en arraché, un EMOM en épaulé jeté. L'avantage de l'EMOM, c'est que tu poses le cerveau, tu tires. Donc, ouais, tu vois, si tu as 10 minutes, 15 minutes d'EMOM à faire, tu vas faire 15 reps avec, allez, en arraché, le temps que tu te places et tout, il va te falloir 15 secondes. Donc en gros, tu as tout 45 secondes de battement et là, tu as pas trop le temps de cogiter et c'est bien pour faire du volume parce qu'au final, tu vois, tu fais sur un EMOM, tu fais, facilement plus de 10 reps en 10 minutes. moi, je pense que tu avais les mêmes influences que moi sur le bouquin de Glenn Pendley, là où il dit que les EMOM, ça te permet, pareil, de pas forcément te fatiguer, potentiellement de faire plus de reps, mais du coup d'avoir un bon feedback de ta rep pour pouvoir corriger la rep suivante. Ouais, Sans... exactement, ouais, exactement. C'est d'ailleurs, c'est, Louis de PowerCamp qui m'avait, conseillé. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer. Moi aussi, Heu tiens. Du coup, ouais, c'est Glenn Pendley qui, je commençais à y réfléchir parce que je voyais des crossfitters qui faisaient des aimants, mais au final, parce que je m'entraîne pas mal en boxe de crossfit et je voyais à la fin de l'aimant, c'était mieux qu'au début. Donc ça m'avait déjà fait tilt et quand j'ai lu le bouquin de Pendley, effectivement, ouais, l'aimant a un avantage si tu le fais à la bonne charge, c'est que souvent tes reps de la fin sont beaucoup mieux que celles du début, bah, du fait de l'automatisation, quoi. Du fait que, voilà, tu fais beaucoup de reps avec peu de temps de récup. Alors si tu es trop lourd, ça marche pas, mais si tu as une bonne charge, ben, tu vas répéter un Mm. bon mouvement, tu prends de l'assurance et avec la fatigue, ben, tu as moins ce droit à l'erreur. Du coup, ben, potentiellement, tu vas plus te grandir, tu vas être plus réactif et généralement, ça apporte du bon, quoi. Et en aimant, tu vois, tu peux quand même taper des reps lourdes. Ça m'est déjà arrivé de taper du 95 et je suis pas le seul là-dessus, hein. Tu peux taper des reps lourdes, surtout à l'arraché. À l'épaulé jeté, c'est un peu plus dur, mais 90 c'est faisable, quoi. Mm. Je continue un petit peu sur Ouais, la suite, ouais, des continuons entraînements. sur. On était sur la semaine d'entraînement. Du coup, alors en jour 2, il avait du travail en suspension, en arraché et en épaulé. Alors c'est pas la règle, hein, c'est pas parce que je mets du suspension arraché que je mets du suspension épaulé, mais c'était dans son cas, ça s'y prêtait bien. Pour l'arraché, c'était toujours pour corriger ses appuis et pour l'épaulé, c'était pour travailler donc le travail de bras. Alors sur le suspension en épaulé, on était en 2+1 5 séries à 65. Du coup, tu vois, relativement léger. Là, je veux vraiment du travail du geste, quoi. Ça doit pas te fatiguer. Pareil sur le travail en suspension, d'arraché. Ensuite, un émome de jeté, pareil, même principe que ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, des fois, je sépare le travail d'épaulé et de jeté. Euh, J'essaie de pas tout le temps le séparer, sinon on sait plus épaulé jeté. Mais en général, sur le jour 2, vu que tu as fait énormément de volume épaulé jeté le jour 1, je, souvent, ça peut m'arriver de le splitter. Mm. Du coup, du travail de jeté en aimant de étranglement, pardon, toutes les 90 secondes pour avoir un peu plus de récup. Voilà, vu qu'au jeté, Ouais, tu sors la barre, etc. Il faut pas que ça devienne un travail de cardio. Ensuite, du renforcement, donc développé en prise d'arraché, c'est appelé saut press, et ouais, enroulé, déroulé au banc lombaire. Voilà, je veux qu'on fasse un travail de spino et aussi d'extension thoracique. L'extension thoracique, c'est un mot qui revient souvent dans ma bouche. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur YouTube parce que on confond souvent la mobilité d'épaule mm, avec l'extension thoracique. Alors souvent, c'est pas l'épaule bouge bien, mais c'est les vertèbres qui sont un petit peu verrouillées. Du coup, bah, l'épaule, elle tourne trop, quoi, elle bouge trop. Elle est pas, on perd en stabilité.
Du coup, pour moi, c'est très important, voilà, de pouvoir faire des développés en prise d'arraché, même si c'est pas lourd, mais j'ai des bons résultats avec ça. Et ensuite, les lombaires au GHD, c'est un grand classique, mais qui marche toujours, qui marche très bien, quoi. Après J'aime récup, du faire coup? en enroulé déroulé, tu vois? Plus qu'en statique, tu vois? Plus qu'en là, Ouais, je vais ouais. vraiment travailler les spinaux et dans ce cas-là, en général, je mets pas de charge. Du coup, ensuite, on arrive sur le jour 3. Alors, jour 3, on est en épaulé jeté en doublé, 5 doublés à 85, ça pique. Donc là, c'était Ensuite, plus light le mardi, hein, du coup, ouais, en par général, rapport avec à. le mardi, il est light, ouais. En général, le mardi, il est light. Donc un bon Heu, lundi, un mardi un peu plus light, et après on repart un peu plus lourd le mercredi. ouais, en général, quand je suis sur ce type de plan-là, voilà, c'est tu 3 grosses séances lundi, mercredi et vendredi. Mardi, c'est, plus du détail, tu vois? On va travailler tes défauts, par exemple, ton tirage de bras, ton départ, enfin, peu importe, quoi. Mais en gros, ton ossature, c'est lundi, mercredi, vendredi. Ou enfin, ça dépend comment tu t'entraînes, mais ton jour 1, jour 3 et jour 4. En sachant que moi, je préfère faire du 4 entraînements semaine que du 5. Peut-être, j'en parlerai après, Ouais, ouais, ouais. pour pas tout mélanger. Du coup, alors le 3e jour, on est sur des doublés à l'épaulé jeté à 85, 5 doublés, faut s'accrocher, quoi, L'épaule ça jetée, demande ouais. autant en termes de technique qu'en termes de physique. Des triplés en squat, là, l'objectif, c'était d'aller chercher une 3 RM, d'ailleurs que Loïc a faite, beh, c'était hier ou avant-hier? En tout cas, il a fait 127, ouais, qui était un PR, ouais, sur une En fond de squat? ouais, ouais, ouais. Après sa 3 RM, du coup, là, on avait du tirage d'arraché à 85 pour, on travaille à la RM, là. Après, good morning et split squat. Ça, c'est vraiment mes exercices que je mets souvent et pour tout le monde. Good morning, super pour la chaîne post, pour avoir des spinos solides, et des ischios solides aussi. Et les split squats, voilà, c'est du travail unilatéral. J'aime bien le faire en contralatéral, c'est-à-dire la kettle ou la dumbbell dans la main opposée à la jambe qui travaille, pour travailler un petit peu la stabilité. Et enfin, le dernier jour, c'est le Heavy Friday. Donc, un triplé à 60%, un triplé à 70%, deux doublés, un à 75, un à 80%. Ensuite, on est en single, tant que ça monte, quoi. Et donc, pareil à l'épaulé jeté, ma consigne, c'est vu que vous allez monter vu que tu vas monter pendant au moins 5 semaines, si une semaine t'es pas en forme, c'est pas grave parce que tu pourras monter la semaine d'après. Donc, ça demande un peu Hmm. d'autorégulation pour pas se cramer dès la deuxième semaine. Du coup, si une semaine t'es un peu en dessous, c'est pas grave parce que tu vas pouvoir monter sur 5 encore, Hmm. 5 vendredis. Et, et pardon, et on finit sur du front squat. Là, simplement, on est sur du triplé et peu de séries parce qu'après tous les poulets que tu as fait, c'est un Ouais. peu, ça devient compliqué, quoi. Donc un petit Donc le 3x3 triplé, c'est une typiquement. gamme. Même pas 2 fois 3 ou une gamme, tu vois.